lugar en la sala para comenzar de inmediato este desayuno del Foro España Internacional. Tout de suite ce forum international et nous vous souhaitons la bienvenue. Comme vous le savez, nous avons l'occasion ici d'écouter, de réfléchir sur différents points avec la présence du secrétaire d'État aux Affaires européennes, M. Harlem Désir. Et pour présenter le conférencier, je vais céder la parole au secrétaire d'État aux Affaires européennes, à M. Íñigo Méndez. Bonjour à tous. Permettez-moi avant tout, cher Harlem, d'exprimer la solidarité de notre gouvernement pour la perte de vie humaine à 6 personnes qui ont péri en France récemment dû aux pluies torrentielles. Et je voudrais également me féliciter de la victoire des unionistes dans le référendum écossais de hier. Je crois que c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui essayent de construire l'Europe depuis des décennies. Europe qui signifie unir, travailler ensemble pour résoudre les problèmes de nos habitants, non pas pour les diviser. Je crois que c'est cette Europe qui fait face à tellement de défis actuellement. Elle a besoin d'unir et non pas de séparer. Et donc je suis content de ce résultat. Dans cette Europe que nous construisions, M. Harlem Désir joue un rôle très important. En 1959, il est né, licencié en philosophie de la Sorbonne. Et je me souviens avoir vécu en France dans les années 60, lorsque Harlem avait un grand protagonisme dans la vie politique et sociale, dans les organisations non gouvernementales. Il a été président de SOS Racisme. Et je me souviens de son intervention lors de l'heure de vérité, qui était un programme très important en France. Et ensuite, il a commencé une carrière politique. Il a occupé différents postes de responsabilité. Nous avons la chance de coïncider au Parlement européen, où il a été vice-président du groupe socialiste. Je me souviens, il y avait le président Baron, que je salue ici. Et plus tard, également, il a été élu premier secrétaire, qui est l'équivalent au secrétaire général du Parti socialiste français. Et depuis le mois d'avril, il est secrétaire d'État aux affaires européennes. Dans un moment très important pour nous tous, là où les pays européens où nous faisons des réformes. Je suis très content, Harlem, du succès du ministre Valls l'autre jour sur la confiance, parce qu'il est évident que les Européens, ce que nous avons tous comme objectif, c'est en fait croissance, créer des emplois, etc., pour résoudre le problème des gens. Et donc, dans cette tâche, nous sommes tous, la France et l'Espagne, vraiment très près l'un de l'autre. Ce n'est pas une phrase diplomatique, c'est la réalité. Nous avons une vision très semblable concernant les grands thèmes auxquels nous devons faire face en Europe. Je pense à l'union énergétique, je pense à la politique commune des migrations. Et sur tout cela, le secrétaire d'État aux affaires européennes françaises va nous parler, et je vais terminer cette intervention en le remerciant, lui et son pays, et pour la collaboration, la coopération politique que la France nous a offert dans la lutte contre le terrorisme de l'État. C'est une page de notre histoire passée, une page terrible avec beaucoup de souffrance. Et la solidarité européenne a été fondamentale pour en terminer avec cela et pour faire que l'Europe soit un espace de liberté, un espace de fraternité, un espace d'égalité. Cher Harlem, vous avez la tribune. Ne parlez pas trop vite, monsieur, s'il vous plaît. Merci. Monsieur le ministre, cher Íñigo Méndez de Vigo, cher ami, mesdames et messieurs les ministres et anciens ministres, monsieur l'ancien président du Parlement européen, cher Enrique Barón Crespo, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les ambassadeurs, monsieur le président du Forum, je veux d'abord vous remercier très sincèrement de votre invitation, vous dire que je suis très honoré de pouvoir intervenir devant vous, devant ce Nuevo Económica Forum, à l'occasion de ma visite ici à Madrid, dans cette enceinte dont je connais le prestige et le profond engagement pour promouvoir le débat public en Espagne, mais aussi à l'échelle internationale, puisque je sais que vous recevez souvent des personnalités d'autres pays. Je suis présent ici à vos côtés et aux côtés de mon collègue Íñigo, qui est un grand Européen, que j'ai eu l'honneur, le plaisir de connaître comme collègue
au Parlement européen, où il s'est battu notamment sur les affaires institutionnelles au sein de cette convention pour faire avancer l'unité européenne. Je veux moi aussi me réjouir du vote qui est intervenu en Écosse, d'abord parce que ça a été un grand événement démocratique avec une très forte participation. Nous respectons le choix des citoyens qui s'expriment dans chacun des États membres de l'Union européenne, mais nous étions tous très attentifs et très concernés par le choix qui serait fait. Et nous sommes dans un moment où nous avons besoin d'unité en Europe, où nous avons besoin de valeurs communes, où nous avons besoin d'affronter ensemble des défis. Et par conséquent, je crois que ce résultat qui conforte un pays ami, un voisin, un partenaire, le Royaume-Uni, est un résultat qui ne peut que nous réjouir. Mais je veux vous dire aussi, évidemment, que je suis très heureux de me trouver aujourd'hui ici, dans ce pays qui nous lie par de très très nombreux contacts, liens historiques, culturels et personnels. Vous connaissez l'importance pour nos relations du nombre de Français d'origine espagnole, et certains occupent même des responsabilités éminentes aujourd'hui en France, aussi bien au gouvernement que dans la capitale, Paris, de même que sont très nombreux les Espagnols d'origine française qui chaque jour donnent davantage de profondeur à notre amitié. Je veux souligner l'excellence des relations entre nos deux pays qui n'ont sans doute jamais été aussi bonnes. Ce sont à la fois des relations entre deux grands voisins qui jouent un rôle important en Europe, mais ce voisinage repose en particulier sur 4 principaux piliers. D'abord, le fait de parler d'une même voix dans les enceintes européennes pour faciliter la sortie de la crise. Et comme cela vient de te rappeler, nous nous battons ensemble pour faire avancer les réformes dans nos pays, mais aussi plus de croissance, plus d'emplois en Europe et en particulier pour augmenter le potentiel de croissance européen. Mais j'y reviendrai. Deuxièmement, le renforcement de la sécurité des citoyens français et espagnols. Le succès de notre lutte commune contre l'ETA démontre l'efficacité de notre coopération dans ce domaine de la sécurité et cela a aussi été une démonstration de la force de notre entente et de l'utilité de mettre en commun nos moyens. La solidarité de la France est totale envers la lutte de l'Espagne contre l'ETA et cette solidarité se poursuivra. Cette coopération dans le domaine de la sécurité s'accompagne aujourd'hui avec le même succès, la même détermination d'une lutte commune contre le terrorisme djihadiste, contre aussi les trafics d'êtres humains, en particulier en Méditerranée. Et c'est là également un sujet qui va beaucoup nous mobiliser dans les semaines qui viennent. Nous sommes également ensemble pour favoriser la paix. L'Espagne est aux côtés de la France au Mali, en République centrafricaine, également dans le cadre de l'opération Atalante de lutte contre la piraterie dans la Corne de l'Afrique. Elle a également été, il y a quelques jours, un des acteurs de la grande conférence de Paris sur l'Irak. C'était le 15 septembre, de même que la France a participé, c'était cette semaine, il y a 2 jours, et j'avais l'honneur de la représenter à la conférence organisée par le gouvernement espagnol sur la Libye, avec à la fois les pays voisins de la Libye, mais aussi beaucoup de pays, quelques pays européens. Et c'est là un très grand sujet d'action commune, parce que la sécurité de l'Europe se joue aussi aujourd'hui en Libye. Et puis enfin, je l'évoquais, les liens humains, mais ils sont vraiment très importants. Il y a les liens culturels, les échanges de jeunes, il y a l'enseignement du français et de l'espagnol. 2 millions de jeunes Français apprennent l'espagnol, 1 million de jeunes Espagnols apprennent le français. C'est peu dire que nos peuples se connaissent, s'apprécient, s'estiment, et nos jeunes en particulier. Mais ce ne sont pas les seuls. Je vais enfin vous dire à quel point je sais aussi que je suis ici en Espagne, dans un pays profondément attaché aux valeurs européennes, à la défense du projet européen. Et cela, je crois, est plus indispensable que jamais pour répondre aux défis auxquels le projet européen est confronté. Parce que l'Europe est aujourd'hui confrontée
à un ensemble de crises, et si nous ne sommes pas capables d'y apporter des réponses, il se peut que ce soit l'ambition même du projet européen, mais aussi l'adhésion des citoyens à ce projet qui puisse être mis en cause. Les élections au Parlement européen, comme d'autres qui se sont produites encore récemment, en Suède par exemple, ou dans des Länder en Allemagne, ont confirmé ce qui existe déjà depuis assez longtemps, mais dans de nombreux pays, une montée de l'euroscepticisme, voire même souvent d'un populisme très dur, parfois même extrémiste, ultranationaliste, contre l'Europe. Il y a une crise de confiance et nous devons être capables de montrer qu'ensemble, nous apportons des réponses efficaces aux défis auxquels nous sommes confrontés. Cela va demander de faire preuve peut-être de plus d'audace, plus d'imagination, parce que ces réponses, elles doivent être fortes, convaincantes, et que nous sommes dans une course contre le temps. L'Europe est confrontée d'abord à un ensemble de crises internationales qui ont des conséquences possibles sur sa sécurité. J'en ai évoqué au passage quelques-unes, mais il y a celle évidemment aujourd'hui de l'Irak et de la Syrie, avec la menace que représente ce groupe terroriste, Daesh, qui ne menace pas simplement la sécurité de cette région. Et des décisions ont été prises, je le rappelais, en particulier lors de la conférence de Paris. Et des actions ont commencé à être entreprises et nous sommes les uns avec les autres, espagnols et français, avec d'autres partenaires sur ce terrain. Il y a la crise à l'est du continent, en Ukraine et en Russie, et tous les efforts ont été déployés depuis le printemps pour aboutir à ce cessez-le-feu et à cet accord passé à Minsk il y a quelques jours, dont il faut maintenant qu'il dure et qu'il permette de stabiliser la situation entre l'Ukraine et la Russie et, nous l'espérons, de pouvoir rétablir ensuite des relations normales entre l'Europe et la Russie. Parce que les risques pour la sécurité sont incommensurables si cette crise devait de nouveau dégénérer et que, par ailleurs, elle a également des conséquences sur la situation économique de la Russie, évidemment, parce que les sanctions sont dures, mais aussi de l'Europe. Il y a la situation en Libye, vous le savez, avec un pays qui est au bord de l'éclatement et dans lequel le vide institutionnel crée un espace qui est occupé aujourd'hui par un certain nombre, là encore, de groupes terroristes, mais aussi qui est le passage de tous les trafics, y compris les filières clandestines d'immigration, avec les drames auxquels on assiste ensuite en Méditerranée. Crise internationale donc, et qui vont appeler de la part de l'Europe une capacité à renforcer sa politique étrangère, sa politique de défense, sa politique de voisinage, sa politique d'immigration commune. Crise aussi économique, et c'est évidemment celle que vivent de la façon la plus quotidienne nos citoyens. La crise de l'euro est passée, mais la crise dans l'euro est toujours là. La crise de l'euro, nous l'avons surmontée. Aujourd'hui, l'euro n'est plus menacé d'éclatement. Aujourd'hui, on ne dit plus que la Grèce pourrait sortir. On ne dit plus que l'enchaînement systémique entre la crise bancaire et la crise des dettes souveraines pourrait mettre en cause la viabilité de l'euro. Et cela est dû à la résolution, la détermination politique avec laquelle nous avons fait face à cette crise qui était partie des États-Unis et qui s'est ensuite répercutée avec une très grande force sur les marchés financiers mondiaux, dont l'Europe, et qui a mis aussi en évidence un certain nombre de faiblesses de la construction de l'économie, de l'Union économique et monétaire. Mais nos gouvernements, les chefs d'État et de gouvernement, avec la Commission européenne, avec le Parlement européen, ont su mettre en place des instruments très puissants, le mécanisme européen de stabilité, l'union bancaire, même s'il faut encore adopter certaines de ces dispositions. Et donc aujourd'hui, l'euro est solide, et cela est évidemment important parce que c'est d'abord un projet politique, autant qu'un instrument important d'intégration économique. Mais l'Europe, malheureusement, est aujourd'hui la région du monde, reste la région du monde où la croissance est la plus faible, avec des différences d'un pays à l'autre. Et je sais que l'Espagne, qui est un des pays qui a subi le plus durement cette crise, est aujourd'hui sur une voie de rétablissement très spectaculaire,
en matière d'investissement, d'industrie, d'exportation. Mais malheureusement, en moyenne, les pays de la zone euro n'ont toujours pas récupéré le niveau de richesse intérieure, de produit intérieur brut qui était le leur avant la crise. Le chômage reste supérieur à ce qu'il était avant la crise, et en particulier le chômage des jeunes, qui atteint des niveaux absolument insupportables. Surtout, depuis le début de l'année, la croissance en moyenne dans la zone euro a été nulle. Elle a été également de 0 en France. Dans certains pays, en Italie par exemple, mais aussi dans la première économie de la zone euro en Allemagne, au deuxième trimestre, elle a été de moins 0,2%. Il peut y avoir des liens avec ce qui se passe à l'Est et la crise avec la Russie, je l'évoquais, mais ce n'est pas la seule raison. L'Europe a besoin, et l'inflation également est à un niveau exceptionnellement bas, 0,3% sur un an, très loin de la cible de 2% qui a été fixée par la Banque centrale européenne. Vous le savez, il y a un risque qui est celui peut-être de la déflation. Il n'a pas complètement disparu, mais en tout cas, si nous ne faisions rien, d'une stagnation longue, à la japonaise, comme on dit, qui serait un obstacle à une véritable reprise. Et nous devons donc aujourd'hui apporter là encore des réponses fortes, nouvelles, audacieuses, parce que nos sociétés et le projet européen lui-même ne peuvent pas supporter une stagnation infinie, qui est à la fois un obstacle à régler les problèmes des déficits et les problèmes de l'endettement, mais surtout à créer les conditions du plein emploi et d'une véritable récupération après la crise. Enfin, je l'évoquais aussi, nous sommes confrontés à une crise d'adhésion, une crise de confiance politique des citoyens. Et il faut que l'Europe donc se concentre sur quelques priorités, qu'elles soient de nouveau synonymes de projets réalisés ensemble, de prospérité retrouvée, et non pas qu'elles se dispersent dans toutes sortes de politiques, dans tous les domaines, y compris ceux où parfois la subsidiarité permettrait de laisser chacun apporter les réponses les plus adéquates. Alors, sur quelles priorités faut-il aujourd'hui essentiellement se concentrer? Je voudrais juste en évoquer quelques-unes, et puis dans notre échange, peut-être nous pourrons y revenir d'une façon plus approfondie. Évidemment, nous l'avons dit, Inigo et moi-même, la croissance. Et là, ce que je voudrais vous dire, c'est que pour nous, il faut, et ce sera l'objet des réunions très importantes que les chefs d'État et de gouvernement ont décidé de tenir cet automne, un sommet qui aura lieu le 8 octobre sur le travail, sur l'emploi et la croissance. Le Conseil européen des 24 octobre qui portera à la fois sur la croissance, mais aussi nos décisions à prendre en matière de politique d'énergie et de climat. Il sera suivi ensuite d'un sommet spécial des pays de la zone euro sur notre stratégie de sortie de crise. Et puis, quand le nouveau collège de commissaires aura été investi autour de Jean-Claude Juncker, après le vote du Parlement européen, eh bien, nous voudrons également que l'occasion soit donnée très rapidement d'une réunion avec les chefs d'État et de gouvernement sur l'investissement et ce fameux plan que Jean-Claude Juncker a annoncé de 300 milliards d'euros sur 3 ans. Donc la première réponse à apporter, elle est dans le domaine de la stratégie économique pour la croissance et l'emploi. Et pour nous, elle doit reposer sur 4 politiques, 4 grands leviers d'action. Et une combinaison de ces 4 éléments qu'il ne faut pas opposer les uns aux autres, mais au contraire savoir articuler. Le premier, c'est la politique monétaire. Parce que, je l'ai rappelé, l'inflation est à un niveau exceptionnellement bas et le président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, a lui-même souligné que cela appelait une politique monétaire audacieuse, nouvelle, et les décisions qui ont été annoncées d'abord au mois de juin, mais qui vont entrer en vigueur maintenant, et ensuite lors de la réunion de rentrée de septembre de la Banque centrale européenne, sont de ce point de vue spectaculaires et nécessaires. Et vous le savez, il y a eu d'une part une baisse des taux d'intérêt, des taux directeurs, qui sont amenés à 0, et même pour certains à un niveau négatif, et par ailleurs des mesures non conventionnelles pour faciliter l'accès au crédit, la distribution
du crédit, injecter des liquidités. Cela représentera probablement plusieurs centaines de milliards d'euros supplémentaires grâce à la titrisation qui pourront être injectés dans le tissu économique. Nous l'avions souhaité. Cela a d'ailleurs été reçu comme un signal très fort. L'euro, qui était surévalué, a maintenant une parité avec le dollar qui est plus favorable pour l'Europe, puisqu'il a baissé déjà de 6 centimes en quelques mois. Et nous pensons que cela sera favorable à la reprise économique. Mais comme l'a dit le président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi lui-même, la politique monétaire est un des éléments, mais il faut maintenant que tout le monde fasse sa part du travail. Et donc, nous, les États membres, les institutions européennes, la Commission européenne, nous devons aussi faire, dans nos domaines, preuve de la même audace, de la même capacité d'innovation que celle dont a fait preuve Mario Draghi en matière de politique monétaire. Le deuxième levier, c'est de mettre en œuvre une coordination de nos politiques budgétaires qui tiennent compte de la situation économique, des réformes structurelles qui sont engagées dans chacun de nos pays et qui utilisent toutes les flexibilités du pacte de stabilité et de croissance. Les réformes sont indispensables. Vous-même, vous en avez engagé de très nombreuses, comme tous les États membres, pour rétablir la compétitivité de nos économies. La France elle-même, avec le gouvernement de Manuel Valls, a engagé, vous le savez, un programme de réforme très important pour restaurer la compétitivité de l'économie française. Ce programme passe notamment par une baisse de 40 milliards d'euros des prélèvements sur les entreprises. Ces baisses de prélèvements, qui sont des baisses à la fois de cotisations sociales, d'impôts, baisse du niveau de l'impôt sur les sociétés, sont financées par une baisse de 50 milliards de la dépense publique, qui elle-même repose à la fois sur une baisse des dépenses de fonctionnement de l'État par une réorganisation de ses services, une baisse des dépenses des collectivités locales par une réforme territoriale et la suppression de certains échelons pour simplifier l'organisation territoriale du pays, et par une limitation des dépenses dans le domaine social, non pas en baissant les prestations sociales elles-mêmes, en tout cas pas l'essentiel, pas le remboursement de l'assurance maladie, pas le niveau des retraites, mais en organisant mieux, notamment le secteur de l'hôpital public, et en réorganisant aussi la politique familiale pour y introduire davantage d'équité sociale et en même temps donc diminuer un certain nombre de dépenses. C'est une politique courageuse, c'est une politique qui a reçu de nouveau, par le vote de l'Assemblée nationale cette semaine, en France, le soutien d'une majorité. Et donc cette politique, elle ne changera pas. Elle sera menée jusqu'à son terme. Les réformes portent aussi sur d'autres domaines. Il y a eu déjà, en accord avec les partenaires sociaux, une première réforme du marché du travail. Nous voulons faire en sorte que la France mène maintenant les réformes que d'autres, en particulier notre principal partenaire économique, l'Allemagne, ont mené il y a 10 ans, 15 ans. Et en Allemagne, vous le savez, c'était sous le gouvernement de Gerhard Schröder. Cela est indispensable parce que la France est une grande économie, est un pays qui a une grande tradition industrielle, de très grands fleurons parmi les plus grandes entreprises du monde. Quand on prend le classement des 100 plus grandes entreprises mondiales ou des 500 plus grands, la France est en tête des pays européens. Mais la France veut garder ce statut, cette capacité. D'abord, pour reprendre le chemin du plein emploi, nous ne pouvons pas accepter de rester durablement, pas plus en France qu'ailleurs, à un tel niveau de chômage. Et ensuite, parce que pour rayonner, pour continuer à être un acteur fort dans la construction européenne, mais aussi dans le monde, et pouvoir jouer un rôle pour que les valeurs qui sont les nôtres et que nous avons en partage, celles de la démocratie, des droits de l'homme, de la paix, de la coopération internationale puissent être entendues, il faut aussi être fort sur le plan économique. Et puis aussi pour conserver ce modèle social auquel les Français, comme tous les Européens, sont très attachés, il nous faut, tout en le réformant et en le rationalisant, lui donner une base économique. Il faut produire des richesses pour pouvoir
les redistribuer. Nous avons décidé, par exemple, de ne pas diminuer notre effort en matière d'éducation, de recherche et d'université, parce que nous ne voulons pas sacrifier l'avenir. On ne peut pas faire cela sans avoir des entreprises plus compétitives, plus fortes, plus créatrices de richesses et d'emplois, parce que c'est aussi cela qui rend possible de financer une telle priorité à l'éducation et à la jeunesse. Donc, nous menons ces réformes. Et ce sont les réformes qui sont les plus importantes. C'est ce qu'a montré l'exemple de chacun des pays qui a déjà pu mener à bien ce programme de réforme, chacun le faisant à sa façon en fonction des difficultés auxquelles son économie était confrontée. Et ce sont ces réformes qui permettent ensuite le redémarrage économique. Je parlais de l'Allemagne. Quand l'Allemagne a mené ces réformes, elle l'a fait dans une période où il y avait de la croissance, et malgré cela, elle n'a pas fait en même temps l'effort de consolidation budgétaire qui lui permet aujourd'hui d'arriver à l'équilibre. C'est parce qu'elle a mené ces réformes il y a 10 ans qu'elle peut aujourd'hui arriver à l'équilibre. C'est parce que vous-même avez mené un certain nombre de réformes, vous l'avez fait avec les choix qui sont les vôtres, mais qu'aujourd'hui vous pouvez retrouver un chemin de croissance. Et dans chacun des pays de l'Europe, nous voyons que c'est ce qui se produit. C'est pourquoi nous disons l'intérêt de l'Europe, c'est de savoir utiliser les flexibilités du pacte de stabilité et de croissance pour ne pas ajouter aux difficultés de ce moment une stratégie de consolidation budgétaire qui, en étant trop rapide, ne ferait finalement qu'accroître les risques de stagnation, voire de déflation. Donc, la France, en même temps qu'elle mène ses réformes, est tout à fait décidée à la diminution de ses déficits et de sa dette, parce que, évidemment, que cela pèserait sur l'avenir si nous ne le faisions pas. Mais la priorité, ce sont les réformes et c'est le soutien à la compétitivité et au redémarrage de l'activité économique. Donc, je le disais, première politique, la politique monétaire. Deuxième, l'articulation de nos politiques budgétaires en lien avec les réformes en utilisant toutes les flexibilités du pacte. La troisième, c'est le soutien aux investissements. Je l'ai dit, ce sera l'objet des rencontres des chefs d'État et de gouvernement. Non seulement nous devons le faire parce qu'il y a en Europe aujourd'hui une trop grande faiblesse de la demande, à la fois la demande des ménages et les investissements publics et privés. C'est tout à fait net quand on compare avec la situation de l'économie américaine. Et donc nous soutenons très fermement le plan de Jean-Claude Juncker de 300 milliards d'investissements publics et privés. Nous pensons que l'Europe peut, par ses outils publics, faire effet de levier et contribuer à amplifier les investissements privés. Mais nous avons besoin de le faire, pas simplement pour des raisons de relance, mais aussi pour augmenter le potentiel de croissance de l'Europe dans des domaines où le manque d'investissement nous fait prendre des retards. Nous devons investir ensemble dans les infrastructures de l'avenir, les infrastructures de transport dans certains domaines, mais surtout les infrastructures électriques, énergétiques, les infrastructures du numérique. Nous devons investir dans la recherche, dans l'innovation, parce que c'est là que se joue notre croissance pour demain. Et donc, nous allons défendre le fait que l'Europe y mette les moyens nécessaires, qu'elle utilise mieux peut-être les instruments existants, le budget pluriannuel qui n'est pas toujours entièrement et bien consommé, qu'elle utilise peut-être mieux aussi cet outil formidable qu'est la Banque européenne d'investissement, mais qui doit accepter de prendre un petit peu plus de risques. Nous comprenons qu'elle veuille à tout prix préserver son triple A, mais l'objet même de cette banque, c'est quand même de prêter d'abord, et en particulier dans les pays d'Europe du Sud où le système bancaire peut-être ne prête pas suffisamment. Nous voulons développer les project bonds. La Banque européenne d'investissement les a expérimentés, mais n'en a développé qu'une petite dizaine. Et pourtant, c'est là un outil très efficace avec la couverture du budget européen. Pour déjà 250 millions, on a pu investir plusieurs milliards. Nous avons obtenu qu'il y ait la possibilité d'utiliser jusqu'à près de 3 milliards du budget européen pour couvrir de futurs project bonds, donc une capacité d'emprunt pour financer des projets européens. Je crois qu'il nous faut aussi réfléchir à la mobilisation de l'épargne privée, qui est très abondante en Europe et en moyenne de 12%, alors qu'elle est de 8% aux États-Unis, mais elle est très peu orientée vers le financement de l'économie réelle, vers les petites et moyennes entreprises. Nous pensons
que là encore, il faut faire preuve d'audace, d'imagination et peut-être imaginer demain un livret d'épargne européen qui serait aussi une façon pour tous les Européens de se dire qu'ils peuvent contribuer au financement de la relance en Europe. Ça demande évidemment de prendre des décisions communes en matière de fiscalité, en matière d'organisation de ce système qui serait distribué par le réseau bancaire. Enfin, le quatrième levier, c'est la politique pour l'emploi des jeunes. Nous ne pouvons pas accepter que 50% des jeunes dans certains pays, comme l'Espagne, 25%, un peu moins maintenant, mais c'est de toute façon trop, comme la France, 25% des jeunes en dehors du marché du travail. C'est une aberration économique, mais c'est surtout un scandale social et un danger politique. Et donc, nous avons adopté un programme, la garantie pour la jeunesse, doté de 6 milliards d'euros pour les 2 prochaines années. Nous avons commencé, chacun de nos pays, à signer des programmes opérationnels avec la Commission européenne, mais maintenant, il faut mettre en œuvre ce programme. Et il faut que la Commission aide les États membres à consommer, entre guillemets, ces fonds, c'est-à-dire à pouvoir les utiliser pour que les jeunes puissent, comme c'est prévu dans ce programme, être accompagnés quand ils sont sortis du système scolaire sans formation, aider à faire immersion dans l'entreprise, qu'on aide les entreprises en accompagnant financièrement, à les accueillir. Chaque jeune que nous remettons dans l'emploi, c'est aussi une façon d'en faire un citoyen dans son pays et aussi d'en faire un citoyen européen s'il sait que c'est grâce à la mobilisation de l'Europe que cela a été rendu possible. Et chaque jeune qui rentre dans l'emploi, c'est demain un salaire qui rentre dans sa famille, c'est de l'optimisme qui rentre dans son ménage, c'est l'avenir qui se prépare. Voilà, mesdames et messieurs, je ne veux pas développer plus avant les autres points, mais nous l'avons évoqué l'un et l'autre. L'Europe de l'énergie, c'est une nécessité à la fois pour la sécurité énergétique, mais aussi pour faire face aux enjeux du changement climatique. C'est un domaine où il est absolument clair que nous ne pouvons pas régler les défis qui sont devant nous pays par pays, 28 solutions pour assurer la sécurité énergétique face aux crises d'approvisionnement en Russie ou pour lutter contre le changement climatique, ça n'est pas possible. L'Europe doit donc agir ensemble, prendre des décisions rapidement à l'occasion du Conseil européen des 23 et 24 octobre et aussi être unis au moment où va se réunir la grande conférence sur le climat à Paris l'an prochain, où nous espérons que cette fois il y aura un accord mondial, parce que si nous ne sommes pas capables maintenant de mettre en œuvre les mécanismes qui limitent l'augmentation de la température sur la planète, nous allons vers des catastrophes incommensurables. C'est donc aussi une responsabilité pour l'Europe d'être pionnière dans ce domaine. Et en prenant les décisions maintenant, elle donnera les indications nécessaires aux différents secteurs de l'économie pour savoir comment se situer et investir dans l'efficacité énergétique, dans les domaines de l'avenir comme le stockage de l'énergie, les moteurs à hydrogène et aussi l'équipement du continent en interconnexion, qui est un grand sujet sur lequel nous travaillons ensemble. Nous voulons une énergie plus verte, plus sûre, plus compétitive, et pour cela, il faut faire de ce défi, celui de la sécurité énergétique et du changement climatique, non pas une contrainte, mais une occasion d'être encore plus fort en matière d'innovation. Politique de l'immigration, parce que là encore, on ne peut pas laisser chaque pays faire face seul à la situation à laquelle il est confronté à ses frontières. Ces hommes, ces femmes qui se noient par milliers dans la Méditerranée parce qu'ils essayent de rejoindre les côtes italiennes ou celles de Malte ou celles de Grèce ou parfois celles d'Espagne, ce n'est pas simplement parce qu'ils veulent venir en Italie, à Malte, en Grèce ou en Espagne, ils veulent venir en Europe. Nous les retrouvons ensuite à Calais parce qu'ils veulent traverser la Manche et aller en Grande-Bretagne. Nous les retrouvons en Sarre parce qu'ils veulent aller en Allemagne. Nous les retrouvons en Suède parce qu'ils avaient déjà là-bas des amis, des parents qui avaient déjà fui d'autres guerres civiles. Aujourd'hui, ils fuient celle de la Syrie, ils fuient la misère en Afrique subsaharienne, ils passent par la Libye, je l'ai dit, parce qu'il n'y a plus d'État. C'est l'Europe ensemble qui doit y répondre. L'Italie a mis en place une opération Mare Nostrum pour des raisons humanitaires, mais en même temps, la réponse, malheureusement, n'a pas suffi, ni sur le plan humanitaire, il continue à y avoir des morts, trop de morts, ni en matière de gestion des flux. Donc il nous faut mettre en place ensemble une vraie politique d'immigration commune et donc avoir peut-être demain des gardes-côtes européens, mais aussi une approche globale qui porte sur l'accueil de ceux qui ont vocation à rester parce qu'ils sont des réfugiés politiques et aussi un travail avec les pays de provenance
les pays de transit, pour les réadmissions, pour faire en sorte qu'il y ait des règles, qu'elles soient respectées, et faire en sorte aussi qu'il y ait de la stabilité, du développement, de la démocratie. De ce point de vue, aider, en se mobilisant beaucoup, les pays de la rive sud de la Méditerranée, même s'il était normal que l'Europe soit très mobilisée par ce qui s'est passé à l'Est, dans son partenariat oriental, elle ne doit pas oublier son partenariat avec le Sud. Elle ne doit pas oublier que son avenir, c'est aussi sa relation avec l'Afrique. C'est aussi de bâtir une alliance avec ce continent jeune, en pleine expansion, en pleine croissance, mais qui a besoin de notre solidarité. Il nous faut aider la jeune démocratie tunisienne qui a su surmonter toutes les difficultés qui sont nées après le printemps arabe, à être de nouveau demain une terre de croissance si nous voulons qu'elle soit une terre de stabilité et de démocratie. Et de même avec le Maroc, et de même avec l'Algérie, et à régler la question en Libye, et cela aussi nous ne pourrons le faire qu'ensemble. Voilà, mesdames et messieurs, quelques-uns des grands défis qui sont devant nous, qui appellent de grandes réponses européennes en commun, et pour lesquelles nous souhaitons que la France et l'Espagne soient à l'avant-garde de l'audace européenne. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le secrétaire d'État. Nous allons commencer immédiatement le colloque et nous allons présenter les questions qui ont été formulées. La première question par plusieurs médias, surtout les collègues de la télévision, qui nous demandent une réflexion plus en profondeur sur le résultat du référendum écossais. L'évaluation de ce nom, qui est avec 11 points, presque 11 points de différence, et de la part de notre invité, M. Harlem Désir, mais exceptionnellement également, et pour que nos collègues de la télévision, nous poserons la même question également à M. Inigo. Donc, M. Harlem Désir, que pensez-vous de ce résultat écossais? Bien, comme je l'ai dit, je crois que c'était un choix très important pour les Écossais et au-delà pour tous les Européens. Les Écossais eux-mêmes y ont attaché la ferveur, la passion que cela méritait. Et cela a été un vote démocratique qui a mobilisé, je n'ai pas le chiffre exact à l'esprit, je crois que c'est près de 90% des électeurs qui étaient en capacité de voter. Et après une campagne où les arguments avaient été développés, notamment dans des débats très remarquables entre les partisans du oui et du non. Et évidemment, nous respectons, quel qu'il soit, le résultat d'un vote démocratique, en particulier au sein de l'Union européenne. Mais comme je l'indiquais, dans un moment où nous avons à relever des défis aussi importants et qui nous demandent d'être rassemblés, je pense que ce choix a un sens très fort et qu'il traduit sans doute la conscience que l'heure ne doit pas être à la fragmentation, à la dispersion, mais bien à renforcer l'unité, en respectant chacun. Je crois qu'il va y avoir des discussions sur des éléments de la dévolution. Cela, c'est le choix des Écossais et des Britanniques, mais en maintenant et en renforçant nos liens. L'avenir pour nos pays, c'est d'agir davantage ensemble, pas séparément. Et aucune de nos sociétés, aucune de nos nations ne peut penser que nos valeurs vont dessiner l'avenir si nous nous séparons les uns des autres. Que nous allons peser dans la mondialisation, que nous allons nous protéger, que nous allons assurer le bien-être de nos citoyens, que nous allons améliorer les conditions de vie, que nous allons garantir notre sécurité si nous nous séparons les uns des autres. Et notre objectif à nous, au sein de l'Union européenne, c'est d'aider au contraire à bâtir des réponses communes et à renforcer l'unité entre nos nations et évidemment au sein de nos sociétés. Il y a tellement d'éléments de fractures qui traversent nos sociétés, à cause de la crise, à cause des doutes sur l'avenir, à cause de l'instrumentalisation des peurs,
des peurs extérieures, des différences à l'intérieur, et on voit toutes sortes de mouvements, je ne veux pas tous les mettre sur le même plan, mais prôner le repli, le rejet de l'autre. Et je pense que le choix qui a été fait en Écosse a été celui, au contraire, de dire qu'on affronte l'avenir ensemble, et donc c'est pour cette raison que je m'en réjouis. Estaré diciendo que comparto al 100% lo que ha dicho Harlem. Ce qu'a dit Harlem, je crois que je suis tout à fait d'accord avec lui. Bon, je crois que c'est très important de tenir compte. Je vais également dire que le vote en Écosse a été un vote particulier. Je dis singulier, pourquoi? Parce que l'Écosse est particulière par rapport aux autres pays continentaux. Bon, j'utilise une terminologie britannique. Donc, ce dont il traitait, c'était le droit à l'autodétermination. Ça n'existe pas dans nos autres pays. Et la Grande-Bretagne, là, c'est la souveraineté parlementaire, et le Parlement, comme disait un constitutionnaliste du 19e siècle, peut tout, peut convertir même un homme en femme, hein, presque. Donc, je veux dire que le Parlement britannique pouvait faire cette délégation de compétences au Parlement écossais, comme il l'a fait, et donc la procédure a été légale et dans le cadre constitutionnel. Donc nous le respectons, il n'y a rien à dire. C'est dans le cadre de la légalité. Ce qui n'est pas possible, c'est sauter la légalité et faire des choses qui ne sont pas dans le cadre constitutionnel des États membres. Et ceci en Europe, tout le monde le comprend. Personne en Europe saute un feu rouge en disant que j'arriverai plus tôt chez moi, non? Bon, donc respect total à la légalité, ce qui s'est passé en Écosse, donc respect absolu quant au résultat. Deuxièmement, et la ministre Palacio a été très active dans le traité en la matière. Nous incluons une clause de sortie d'un État membre de l'Union européenne, mais jamais on n'a pu penser l'idée qu'une partie d'un territoire d'un État membre pourrait se sortir de cet État membre pour revenir à rentrer dans l'Union européenne. Ça va contre la nature même de ce que nous avons fait depuis 60 ans. Et ce qu'a très bien expliqué Harlem, travailler tous ensemble pour résoudre les problèmes des gens, les citoyens. Donc, après une guerre mondiale, les gens pensaient d'une façon différente, des langues différentes, des religions différentes. Et pour coexister tous, nous avions eu un objectif commun. Donc, ce qui est le plus opposé à l'Union européenne, c'est la désintégration des grands États nationaux. Et ceci nous mène également à la troisième considération que je voudrais faire, c'est que ce processus pourrait donner lieu à quelque chose que personne ne veut. En fait, je me souviens, lorsque le candidat, M. Mas, avant les dernières élections autonomiques, est allé à Bruxelles, à un think tank, Think of Europe, on lui a dit, bon, si ces procédures de sécession dans certains États membres, finalement, quelle est la vision que vous avez de l'Europe? Il a dit, moi je vois une Europe composée par 70 ou 80 nouveaux États, disait-il. Bon, mais ce n'est pas du tout le panorama que nous voulons. Nous voulons une Europe fondée sur les vieilles souverainetés nationales, mais qui sert à résoudre les problèmes des gens. Ça, oui, ce qui est important. Unir et ne pas diviser. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons coïncidé, je crois, Harlem et moi, comme tous ces derniers jours, on l'a vu dans les déclarations du président du gouvernement, président de la République française, du président Obama, en nous félicitant du fait que le processus de l'Union européenne soit en bonne voie, donc pour être le plus solide possible depuis 60 ans. Merci. En ce sens, Monsieur le secrétaire d'État, comment voyez la prétention de la Catalogne d'organiser un référendum pour arriver à son indépendance? Comment voyez-vous cela? Siguiendo el razonamiento que acabo de hacer hace un momento, pues diré que respeto, por supuesto, la elección hecha por España según sus reglas constitucionales cuanto a la cuestión planteada en Cataluña. Pero creo que el primer ministro, el señor Valls, lo dijo en el mes de julio, creo saber, cuando estuvo en Madrid. En ese periodo que atravesamos en Europa, todo lo que une refuerza y todo lo que divide debilita. Es nuestra convicción más profunda. Nos enfrentamos, como lo he dicho, a unos retos que suponen y que va a suponer mucho más unidad entre los europeos. Y el sentido mismo de la historia europea, como se acaba de recordar, desde hace 60 años. Así pensamos que podemos ayudar a nuestros pueblos
a la hora de mejorar su situación, sus condiciones de vida y hacer frente a retos de seguridad, de crecimiento, de las relaciones con los vecinos de Europa en el Mediterráneo, siendo más unidos. Eso es la solución. Con lo cual, con este espíritu, así, por lo que es lo que opinamos en cuanto a esa cuestión en Cataluña. No queremos interferir para nada. El gobierno español está ahí, son reglas de la Constitución española, por supuesto, pero España es un gran país amigo, vecino, socio, con el que nos sentimos unidos en muchas políticas comunes, nos enfrentamos a grandes retos, como lo he dicho. La conferencia que se celebró en Madrid hace 2 días sobre Libia ha sido un gran tema. Estamos juntos en ello, estamos juntos también en Mali para ayudar a ese país después de haber intervenido a nivel militar. Queremos ahora que se estabilice. Estamos también juntos. España estuvo presente en París para la conferencia sobre Irak, la lucha contra el terrorismo internacional. También tenemos que hacer arrancar otra vez el crecimiento en nuestra economía en Europa para luchar a favor del empleo, para tratar todos los grandes temas como la construcción de Europa, de la energía. Para todo ello necesitamos una España fuerte y unida al lado de Francia. Ese es lo que opinamos. Marc Marignon dit que face à la lutte contre l'État islamique, la France a adopté de supporter les bombardements. Monsieur Désier, quelle devrait être la participation de l'Espagne, d'après vous? Est-ce que vous le considérez comme un membre actif et fiable? D'abord, nous considérons tous que ce groupe terroriste qui se nomme État islamique, mais qui n'est pas un État et qui ne représente pas l'islam, qui s'appelle Daesh dans le monde arabe, est un groupe qui aujourd'hui sème la terreur et s'en prend à tous ceux qui ne pensent pas comme lui. On a vu la façon dont ont été traitées les minorités dans les territoires, les villes conquises par ce groupe en Irak, les minorités chrétiennes, yézidis, turkmènes, et tout simplement ceux qui ne partageaient pas sa vision fanatique, y compris d'autres groupes qui se réclamaient eux-mêmes du djihadisme. Ça a commencé en Syrie, d'ailleurs. D'ailleurs, en Syrie, ce groupe, qui se présentait comme l'adversaire de Bachar al-Assad, a commencé par éliminer les démocrates syriens, qui était le mouvement issu du printemps arabe, et qui exprimait l'envie de changer, de renverser une dictature. Ce sont ces gens-là qui ont été les premières victimes de ce groupe Daesh. Ce groupe Daesh, nous voyons bien qu'il ne s'arrêtera pas de lui-même dans son entreprise horrible. Ces massacres, égorger des journalistes, crucifier ses adversaires, mettre en scène la terreur, martyriser les femmes, utiliser des enfants comme bombes humaines dans des attentats ignobles. Il est aujourd'hui une menace, pas seulement pour la sécurité de cette région, de l'Irak, du Proche-Orient. Vous le savez, il y a un nombre très important de combattants étrangers qui ont rejoint ce groupe, qui fait une propagande sur Internet de ces méfaits et qui attire malheureusement des gens, en particulier des jeunes, y compris européens, mais pas seulement, aussi venant de pays du Maghreb. En France, on estime environ à 950 le nombre de personnes, de citoyens français, qui sont partis rejoindre ce groupe ou qui ont tenté ou sont en train de tenter de le faire, dont 350 qui sont sur place. Plusieurs d'ailleurs sont morts aussi dans les combats. On a identifié 36 personnes qui ont été tuées dans ces combats. Il faut donc prendre des mesures, parce que ces combattants, là-bas, apprennent la terreur, apprennent le terrorisme, et nous avons vu ce qui s'est passé avec l'un d'entre eux et les massacres du musée juif de Bruxelles. Et malheureusement, il y en a de tous les pays, d'Espagne, d'Allemagne, de Grande-Bretagne. Et cela est un véritable risque pour notre sécurité compte tenu de l'idéologie et du fanatisme de ce groupe. Donc oui, nous sommes engagés avec l'Espagne, avec d'autres partenaires, dans le soutien
à l'État irakien, qui a enfin constitué un gouvernement de large rassemblement de toutes les composantes du peuple irakien, c'était une condition, et qui a demandé l'aide de la communauté internationale, qui donc aujourd'hui est mobilisée pour en finir avec ce groupe terroriste. Et effectivement, nous sommes, non seulement nous soutenons des opérations, mais nous prenons notre part, nous allons le faire, le président de la République l'a confirmé dans sa conférence de presse à Paris hier, à un appui aérien à la lutte contre ce groupe, en même temps que nous avons fourni une aide militaire aux combattants Peshmerga du Kurdistan irakien et une aide humanitaire pour venir en soutien aux populations qui ont été déplacées, plusieurs centaines de milliers, et qui souffrent des méfaits et des actions de ce groupe. Donc nous sommes ensemble, avec l'Espagne, chaque pays apporte l'aide, la contribution qu'il décide à cette coalition, et nous en discutons. C'était l'objet de la conférence de Paris, et tous nos pays sont en contact. Ils se retrouveront de nouveau à l'Assemblée générale des Nations Unies pour coordonner leur action en lien avec les autorités irakiennes pour lutter contre ce groupe que nous ne laisserons pas agir impunément. Une question de Pedro González. Une question de M. Pedro González. Un des grands défis européens actuellement, c'est la guerre contre le djihadisme islamique. Pensez-vous, Monsieur le secrétaire d'État, que la disposition des Européens face à cette guerre est si ferme, comme dans des conflits passés, où là aussi le destin de l'Europe était en jeu? Vous croyez qu'ils sont aussi fermes face à cette attaque maintenant? Je crois que la résolution des différents États membres de l'Union européenne est très, très nette, très ferme. Mais cette question, elle renvoie à plusieurs aspects, mais je voudrais en souligner deux en particulier. D'un côté, je pense que tout cela, ce qui s'est passé en Ukraine, qui est d'une autre nature, mais qui a quand même montré que la question de la paix, de la sécurité en Europe, était une question qui n'était pas définitivement réglée toute seule. Il y a 20 ans, il y a eu des guerres dans les Balkans. Et il a fallu s'assurer de rétablir la paix. D'ailleurs, je me souviens que des personnalités espagnoles ont joué un rôle très important dans les accords de Dayton. Mais il a fallu aussi intervenir contre ceux qui commettaient des actes génocidaires, et le faire avec l'OTAN. Parce que l'Europe était mobilisée, mais elle n'était pas dotée d'une politique de défense suffisamment organisée. Depuis, nous avons pris des décisions. Un Conseil européen, plusieurs, mais notamment à la fin de l'année dernière, au mois de décembre, a été consacré à l'Europe de la défense. Un autre, il sera consacré de nouveau l'an prochain pour faire le point sur l'avancement de nos dispositions. Nous devons être capables, nous, Européens, si nous voulons avoir une politique étrangère, une politique de sécurité, si nous voulons non seulement assurer la stabilité à nos frontières, mais aussi diffuser nos réponses, nos valeurs, celles qui sont fondées sur la paix, sur la négociation, avoir aussi un outil de défense. Pas simplement des outils de défense nationaux, mais coordonner de plus en plus nos capacités de défense pour ne pas reposer sur d'autres. Parce que si vous devez toujours appeler quelqu'un d'autre quand il y a à faire une intervention, eh bien, ça veut dire que vous n'avez pas les moyens de votre politique étrangère. Or, l'Europe doit avoir une politique étrangère commune, car face à toutes ces crises, vous avez raison de dire que s'il y avait des différences, 28 réponses différentes, ce serait la catastrophe. Et ça a été, par exemple, l'un des grands enjeux dans la réponse à la crise ukrainienne et russe. Il y avait des points de vue différents. Au point de départ, on ne voit pas exactement la chose de la même façon selon les liens historiques avec la Russie, plus ou moins bons, selon la proximité, qui porte à être plus ou moins confiant. Parfois, plus on est proche, moins on est confiant dans cette partie du continent. Et donc, heureusement qu'il y a aujourd'hui cette volonté commune, ces mécanismes qui font que nous savons prendre les décisions qui assurent notre unité. Ensemble, nous avons décidé d'imposer des sanctions. En même temps, de maintenir ouvert le dispositif de dialogue, ce à quoi la France a notamment contribué avec les réunions en format Normandie, parce que la première a eu lieu à l'occasion
du 70e anniversaire du débarquement à Paris entre le président Poutine et le président Poroshenko avec la chancelière Angela Merkel. Et c'est ce processus sanction, fermeté, parce qu'il y a violation du droit international, de la souveraineté de l'Ukraine et en même temps dialogue. Ce processus que nous avons conduit ensemble, les 28, qui nous permet aujourd'hui de pouvoir espérer qu'il sera mis en place le plan de paix jusqu'au bout, celui qui a été signé à Minsk le 5 septembre. Mais il faut aussi, pour que cette politique soit crédible, que les Européens soient capables d'avoir la réponse de défense quand elle est nécessaire. Nous le faisons dans le cadre de l'OTAN, mais il faut qu'il y ait un pilier européen de défense. Et puis, il y a des domaines où il faut que l'Europe de la défense s'affirme. Donc, ça, c'est un élément de la réponse aussi. Il faut que nous soyons unis, mais il faut aussi que nous donnions les moyens de construire demain une véritable Europe de la défense. Ça passe aussi par des choix industriels. Il faut que nous investissions ensemble. On ne peut pas avoir 28 budgets de la défense qui essayent chacun de se doter de tous les outils de la défense moderne pour pouvoir faire des forces de projection, de l'observation, avoir des drones. Donc, par exemple, un des objectifs, c'est d'investir ensemble dans un drone de surveillance européen. Mais je voudrais le dire franchement, cela, nous l'avons mis à l'ordre du jour de réunion depuis maintenant des mois et des mois. Maintenant, il faut décider. Donc, il faut aussi qu'on sache nouer les alliances industrielles. Nous l'avons fait dans d'autres domaines. Nous sommes ensemble dans Airbus. Et il y a à la fois la dimension civile et la dimension militaire. C'est un grand succès. Si nous n'avions pas fait ensemble ce choix industriel d'Airbus, aujourd'hui, il y aurait Boeing, des compagnies asiatiques qui sont en train de se construire, et puis 2-3 survivants dans l'industrie aéronautique européenne, mais qui ne seraient pas capables de conquérir. Bon, c'est parce que nous avons été ensemble que nous avons un des 2 grands avionneurs mondiaux. Mais il faut qu'en matière d'industrie de la défense, dont dépend aussi notre sécurité, nous soyons capables de faire la même chose, de nouer, de créer une base industrielle en Europe. Le deuxième volet, dans cette lutte contre le djihadisme, il y a aussi un travail et une réflexion très importante que nous devons avoir sur les valeurs. Parce que je le disais, il y a des jeunes qui partent combattre là-bas. C'est aussi un défi pour nos sociétés. Hein, quelles sont les fractures dans nos sociétés, les échecs aussi, peut-être dans l'intégration qui font que des jeunes sont fascinés par cette barbarie, par ce fanatisme, et qu'ils décident d'aller là-bas, quitte à ensuite revenir tenter de faire des attentats. Il y a plusieurs attentats qui ont été déjoués au cours des derniers mois, grâce à la coopération de nos services de renseignement, la coopération policière et la coopération judiciaire. Et elle doit se renforcer. Mais il y a aussi la coopération en matière de défense de nos valeurs. Et donc sur ce plan-là aussi, il faut que nous soyons très très résolus. Et la réponse, c'est de refuser d'assimiler l'islam à ce fanatisme, c'est de défendre des sociétés qui respectent chacun, mais c'est aussi de veiller à ce qu'il n'y ait pas de discrimination, à ce que tous ces jeunes d'origine étrangère qui vivent dans nos pays, qui souvent y sont nés, qui n'en ont pas d'autres pays au point de départ, qui sont nés là, leurs parents sont venus d'ailleurs, mais ils ont grandi dans nos écoles, qu'ils se sentent des citoyens à part entière. Et non pas qu'ils soient tentés, en raison de quelques blessures ou sentiments d'exclusion, de lutter contre ce que sont leurs propres sociétés. Leur société, c'est la société européenne. Et donc, il y a la lutte, vous savez, l'anti-propagande, d'une certaine façon, qu'il faut faire sur Internet. Il faut aussi fermer un certain nombre de sites de propagande. Mais il y a aussi, encore une fois, ce travail pour que on reconnaisse que dans nos pays démocratiques, dans nos sociétés ouvertes, tous les citoyens ont leur place et que les citoyens, les jeunes qui viennent de pays du monde musulman ne sont pas exclus de nos sociétés. Une question sur la politique intérieure française, la formule Inigo Alfonso de la radio. L'avancée du Front National, la possibilité que pour Eliegar arriver à l'Élysée, ça pourrait supposer une stratégie entre les socialistes et les conservateurs. Est-ce que la France pourrait être gouvernée par une force ultra et populiste, croyez-vous? Je ne le crois pas. Mais le Front National, c'est vrai, a progressé au cours des dernières années, d'élection en élection. Il a commencé à apparaître au début des années 80,
Il a été au deuxième tour de l'élection présidentielle en 2002, même si au second tour, les Français ont montré qu'ils n'accepteraient pas, évidemment, de donner la présidence de la République à Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, c'est la fille, Marine Le Pen, qui est la présidente de ce mouvement, et elle essaye de lui donner un visage plus rassurant, tout en maintenant fondamentalement les mêmes thèmes populistes, mais présentés d'une façon plus sociale, plus respectable, et d'une certaine façon en lien avec une crise économique, mais aussi une crise de confiance dans l'avenir, une crise de confiance aussi dans la parole politique. Ce parti progresse. Il progresse en particulier d'ailleurs dans des territoires qui sont très durement touchés par la crise économique, où le chômage est élevé, où on a le sentiment d'être peut-être délaissé, des territoires un peu éloignés du centre des métropoles. Il prospère sur les peurs, je les ai évoquées tout à l'heure, donc sur des malheurs et sur des peurs et des angoisses, et sur l'idée aussi que tous les problèmes viennent des autres, viennent de l'Europe, viennent de la mondialisation, viennent des immigrés, ils viennent des hommes politiques. C'est évidemment une rhétorique de désignation de boucs émissaires, de démagogie, que l'on connaît, mais qui est très dangereuse. Bon, d'abord, il faut être très ferme. Il n'y a aucune concession à faire face à des mouvements qui diffusent des idéologies antidémocratiques, anti-républicaines, anti-européennes. Mais il faut aussi apporter des réponses au fond. Et c'est pourquoi j'ai consacré l'essentiel de mon propos, et c'est l'essentiel de nos travaux, aux questions de l'économie, de la croissance, de l'emploi. L'Europe ne pourra pas répondre fondamentalement à la montée de ces populismes si elle ne redevient pas un lieu de prospérité et de justice sociale. C'est quand même ça la réponse de fond. Et si elle n'est pas de nouveau synonyme de projets réalisés en commun qui sont des succès et qui sont synonymes d'avenir. Nous avons besoin de plus d'Erasmus en Europe. Erasmus, c'est le symbole même du succès d'une politique populaire européenne. Elle est utile pour le cursus universitaire des jeunes. C'est toujours mieux d'avoir eu cette expérience, d'étudier pendant un semestre dans un autre pays, d'apprendre une autre langue, mais surtout elle fabrique des citoyens européens. Et elle est une politique européenne concrète qui rentre dans la vie des gens. Et c'est cela que nous devons faire dans les domaines que j'ai évoqués. J'ai parlé de l'énergie, mais on pourrait parler de l'Europe du numérique, on pourrait parler de tant de domaines d'ailleurs où déjà l'Europe est très présente, la science. Moi je passe mon temps, sans doute comme Inigo, à visiter des centres de recherche de pointe partout en Europe. En Roumanie, j'étais il y a quelques jours pour visiter le chantier d'un futur super laser. L'Europe a décidé qu'il fallait aussi que la recherche se développe dans ces pays de l'Europe centrale et orientale, où il y a tout un tas d'autres choses à faire pour le rattrapage du retard. Ils sont là depuis 10 ans seulement, ils étaient de l'autre côté du rideau de fer. Il faut moderniser l'économie, d'abord construire des routes, mais il faut aussi que là, il y ait l'avenir et la recherche de pointe. Donc ça veut dire, grâce aux fonds européens, là-bas, il va y avoir un des équipements scientifiques les plus performants où viendront des équipes de chercheurs du monde entier. Mais c'est vrai aussi dans nos pays, mais on ne le dit pas souvent. J'étais à Bordeaux il y a 2 jours. De la même façon, il y a des lasers très performants, ils sont financés par l'Europe. Mais souvent, le gouvernement dit c'est moi qui ai créé cet équipement, ou alors c'est la région qui est l'acteur local le plus près. Il faut que nous mettions en valeur tout ce que l'Europe nous permet de faire de positif, mais il ne faut pas que ce soit seulement l'Europe de l'élite. Alors je parlais d'Erasmus, mais par exemple nous sommes battus pour qu'il y ait maintenant un Erasmus apprenti, que non seulement les jeunes qui font des études supérieures puissent à un moment profiter de cet espace européen, mais aussi les jeunes des milieux populaires, souvent
ou en tout cas qui ont fait le choix ou pas le choix, parce qu'ils n'ont pas eu forcément un parcours scolaire très réussi, mais qui ensuite ont été plus vite dans l'insertion professionnelle, qu'eux aussi, on puisse leur offrir cette ouverture. Enfin, voilà, la garantie pour la jeunesse, je parlais de cette aide, faire savoir que c'est grâce à l'Europe que nous allons pouvoir le faire. Donc, la réponse à l'extrême droite, elle repose bien sûr sur une très grande fermeté politique, idéologique, de valeurs, et la France n'acceptera jamais d'être gouvernée par ces extrémistes, mais elle repose aussi sur le fait de montrer que nos politiques et nos politiques économiques sont tellement liées à l'Europe que ça veut dire nos politiques européennes ont des résultats. Et ce sera aussi la meilleure façon de convaincre les citoyens de l'ineptie du discours anti-européen qui est tenu par les populistes. La dernière question de Louis Saillon de l'ABC. Dernière question. Il y a quelques jours, l'ambassadeur espagnol à Paris a parlé de nul intérêt du gouvernement français en ce qui s'agit de développer des interconnexions énergétiques entre l'Espagne et la France pour protéger le monopole de la Compagnie nationale française d'électricité. Vous croyez que c'est juste, cette appréciation de notre ambassadeur à Paris, qui n'a vu aucun intérêt de la part du gouvernement français? D'abord, je ne crois pas qu'il ait tenu ces propos. Non, je ne sais pas. Mais sur le fond, d'abord, je l'ai dit, pour nous, construire l'Europe de l'énergie, c'est une priorité. Pour toutes les raisons que j'ai évoquées, sécurité énergétique, lutte contre le changement climatique. Une des dimensions, mais il y en a beaucoup. Encore une fois, il faut investir dans les énergies renouvelables, il faut investir dans les technologies du futur, dans le stockage de l'énergie, etc. Mais une des dimensions, c'est le développement des interconnexions, et notamment entre la péninsule ibérique et la France. Aujourd'hui, nous avons une capacité d'interconnexion d'environ 1400 MW. Et déjà, les projets dans lesquels nous investissons actuellement devraient porter cette capacité très rapidement, parce que des choix d'investissement ont été faits en commun à 2800 MW. Donc nous sommes en train de l'augmenter. Mais l'idée, c'est d'aller beaucoup plus loin. Il y a plusieurs projets, des projets parfois très audacieux, de câbles électriques qui vont traverser le golfe de Gascogne, par exemple. C'est un grand défi technologique parce qu'il y a là des gouffres, etc. D'autres types de traversées, on peut utiliser les tunnels, mais ça pose des problèmes aussi, vous le savez, parce que nous avons des parcs nationaux dans la chaîne des Pyrénées. Mais il y a à l'étude plusieurs projets, et il faut maintenant que nous trouvions les financements. Parce que quand on regarde les investissements que nécessitent ne serait-ce que les projets les plus avancés, j'ai évoqué ce grand câble dans le golfe de Gascogne, cela représenterait plus qu'un doublement des investissements faits actuellement par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité en France, qui s'appelle RTE, justement, qui gère les lignes à haute tension. Bon. Et donc, ça veut dire qu'il faut que ce soit une des priorités du plan Juncker d'investissement. Et qu'il faut aussi que nous assurions que, déjà, dans le budget qui s'appelle mécanisme d'interconnexion du budget européen, dans le cadre financier pluriannuel, on comprend tout à fait qu'il y ait beaucoup de choses à faire aussi en Pologne et à l'est de l'Europe pour des raisons d'indépendance énergétique par rapport à la Russie, mais qu'on ne néglige pas le fait que nous avons besoin, nous, ici, entre la France et l'Espagne, de pouvoir développer beaucoup plus cette interconnexion. La France et l'Espagne, déjà, je crois, depuis plusieurs années, échangent beaucoup plus d'électricité, dans les deux sens d'ailleurs. C'est dû au développement de l'industrie, au développement de l'économie. Mais maintenant, nous sommes face à d'autres défis. C'est que il faut pouvoir produire plus de renouvelables. Et évidemment, l'Espagne s'est positionnée pour cela, en particulier dans le domaine du solaire, mais aussi de l'éolien. Et les renouvelables posent des problèmes d'intermittence. C'est pour ça d'ailleurs que la recherche sur le stockage de l'énergie est aussi très importante. Et donc, il faut pouvoir, si on veut utiliser intelligemment ces nouvelles capacités de production, non seulement fournir nos marchés nationaux, mais quand parfois nous sommes en surcapacité par rapport, pendant certaines heures ou certains moments de l'année, par rapport à la consommation intérieure, rebalancer
cette consommation sur le reste du réseau européen. Et ça marche dans les deux sens. Nous avons beaucoup de nucléaire qui nous assure une sécurité. C'est un choix qui est discuté dans d'autres pays. Nous pensons que c'est un choix qui est un choix qui a beaucoup d'avantages sur le plan économique et aussi un certain nombre d'avantages écologiques parce que nous sommes un pays, celui, je crois, en Europe qui émet le moins de gaz à effet de serre, de CO2 par habitant, notamment grâce au nucléaire, même si c'est une technologie très compliquée, mais dans laquelle nous avons une longue expérience. Mais du coup, nous aussi, il y a des moments où on produit plus d'électricité qu'on en consomme. Donc ces interconnexions sont déjà très très développées entre la France et l'Allemagne, la France et la Belgique, donc la France et le nord de l'Europe. Nous pensons qu'il faut beaucoup les développer avec la péninsule ibérique. Donc je voudrais démentir les propos de l'ambassadeur, le rassurer, mais surtout vous dire que c'est l'un des sujets essentiels des discussions bilatérales que nous allons avoir aujourd'hui avec Inigo Mendes de Vigo, puisque nous avons dans la journée ensuite un temps de travail qui sera en même temps un temps de convivialité, mais aussi avec Georges Moragas, que je vais rencontrer tout à l'heure à la Moncloa. Et évidemment, ce sera un des grands sujets qui sera évoqué lors du sommet franco-espagnol du début décembre. Je veux aussi vous dire que ça a été une très grande fierté pour nous. C'est la dernière question, je crois, donc j'en profite pour répondre à des questions qui n'ont pas été posées. Ça a été une grande fierté pour nous d'accueillir une des premières visites à l'étranger du roi Philippe VI au mois de juillet, le 22 juillet, et que j'ai eu l'honneur d'aller accueillir le roi et la reine Laetitia à leur arrivée à l'aéroport à Orly, et le déroulement de la visite qui faisait que l'avion est arrivé un peu en avance nous a donné l'occasion d'échanger avec le roi, comme j'ai pu le saluer d'ailleurs mercredi, puisqu'il a reçu les participants de la conférence sur la Libye. Mais quand le roi est venu à Paris, aussi bien dans ce petit moment d'accueil, mais très intéressant, que dans l'entrevue avec le président de la République ensuite, cette question des interconnexions a été abordée, traitée de façon très ouverte. Et nous sommes non seulement tout à fait conscients que c'est un très très grand enjeu pour l'Espagne, mais tout à fait décidés à avancer et à défendre ensemble auprès de la Commission européenne des investissements très importants dans ce domaine. Et donc il n'y a aucun doute sur le fait que ce n'est pas un sujet de conflit entre la France et l'Espagne. C'est un sujet de travail et de partenariat nouveau, au contraire, sur lequel nous allons beaucoup travailler ensemble. Merci. Merci beaucoup. Merci Darcy. Je vais céder la parole à José Manuel Moran, qui est membre du Conseil d'Abertis, qui va fermer donc et terminer cette réunion. Au nom de Abertis, merci aux organisateurs et merci au secrétaire d'État, car pour Abertis, il est très important de parler de la France. Vous voyez Abertis maintenant comme une compagnie globale, mais il y a 10 ans, Abertis, le premier échelon de cette mondialisation, ça a été la France, une participation dans les autoroutes françaises, donc pour gérer des infrastructures qui sont décisives pour la compétitivité. Il est vrai que notre mondialisation n'en est pas restée à cela. Nous avons eu et nous avons relations dans les satellites également. Et Abertis s'ouvre donc vers de nouveaux scénarios. Et la volonté d'Abertis, non seulement c'est participer à des déjeuners aussi intéressants, mais également participer à ces défis de croissance, de compétitivité, gestion des ressources qui existent en Europe. Gestion de ressources que nous devons augmenter, nous devons être plus compétitifs si nous voulons protéger ce modèle social européen, si nous voulons contribuer grâce à notre travail et nos ressources à un développement humain pour faire en sorte de ce modèle social un exemple pour le monde. En réalité, qui voudrait être comme nous, mais qui nous envahit de modèles non sociaux, qui fait qu'il nous est très difficile de lutter contre cette concurrence. Abertis se sent très encouragé par vos paroles, malgré les défis, malgré la situation de manque de croissance. Et nous, à Abertis, nous voyons très clairement que dans les autoroutes françaises,
Bon, il y a donc les situations s'améliorent, mais lorsqu'il y a eu un changement en France, Abertis se porte mieux également. Mais dû la qualité de nos rapports, de la qualité, nous voulons développer un projet commun et qui a maintenant 60 ans d'existence. Merci.